À 58 ans, j'ai accueilli dans mon lit un sans-abri de la moitié de mon âge, pensant que j'étais. Je l'ai sauvé. Mais c'était lui qui avait l'arme, et c'est moi qui ai été fait prisonnier. Je m'appelle Opel Harris. J'ai 81 ans. Maintenant. Et pour les gens ici à Larney, Kansas, je suis juste la veuve silencieuse. Au bout du chemin, ils aperçoivent une femme dont les mains sont toujours saupoudrées d'un peu de farine après une matinée de pâtisserie. Des cheveux argentés relevés en un chignon simple et pratique. Je suis celle sûre qu'ils comptent pour une tasse de sucre ou une tranche de pain chaud. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'il y a 23 ans, ma solitude a failli me tuer. Tuer. J'ai porté ce poids dans ma poitrine comme une pierre pendant plus de 2 décennies. Je n'en ai jamais parlé à personne. Pas à mes enfants qui vivent une vie trépidante dans des villes lointaines. Ni le pasteur Williams, qui a entendu parler de tous mes péchés. Ni même Dieu. Dans mes prières nocturnes les plus désespérées. Mais assis ici, sur ce porche grinçant, je regarde le blé du Kansas se balancer dans la brise du soir. J'ai enfin compris que certaines histoires sont trop lourdes pour être emportées dans la tombe. La honte de ce que j'ai fait. Accueillir cet étranger chez moi, dans mon lit. Cette honte me ronge. Comme un cancer. Mais la terreur de ce qu'il m'a fait ensuite, c'est ça qui. Il m'a réveillé en hurlant pendant des années. Je pense qu'il est temps que quelqu'un sache la vérité sur ce que la solitude peut pousser une femme à faire. Et à quoi peut ressembler le mal lorsqu'il porte le visage de quelqu'un que vous essayez de sauver. Alors, versez-vous un peu de un thé sucré et installez-vous confortablement car je suis sur le point de vous raconter une histoire qui vous glacera le sang. Et peut-être, juste peut-être, vous aider à comprendre que même lorsque nous faisons les pires erreurs de notre vie, le bon Dieu trouve toujours un moyen de nous ramener à la maison. Le problème avec la solitude, c'est qu'elle vous envahit comme le givre sur un arbre. Fenêtre. Lentement et silencieusement. Jusqu'au matin où tu te réveilles et ne vois plus rien. À travers la vitre. Après le décès de Walter au printemps 1999, je pensais. Je savais ce que ça faisait d'être seul, mais j'avais tort. Complètement tort. Walter et moi, nous avons construit notre vie ensemble comme des briques posées, stables, solides, ajoutant chaque jour à ce que nous étions en train de construire. 42 ans de mariage. Et soudain, j'étais en train de trembler. Dans notre maison de 3 chambres comme une bille dans une boîte à café. Le silence était si épais que je pouvais le goûter. Mes enfants, bénis soient-ils, ils avaient leur propre. Sarah était occupée avec son cabinet d'avocat à Topeka et mon fils Marcus élevait ses jumeaux dans le Colorado. Il lui rendait visite le dimanche, lui envoyait des cartes les jours fériés. Mais il ne vivait pas sur ma pelouse tranquille habituelle. Ce n'est pas un grand endroit. À peine 15 000 âmes. La plupart étaient bonnes. Des chrétiens qui s'occupent de leurs affaires. On a Main Street avec l'ancien palais de justice, le restaurant où tout le monde connaît votre commande de café et First Baptist, où 3 générations de ma famille se sont assises sur le même banc. L'été ici est si chaud que l'asphalte scintille comme de l'eau, et la climatisation au Piggly Wiggly devient une bénédiction que nous ne tenons pas pour acquise. Mais même dans une petite ville où tout le monde salue tout le monde, une veuve peut disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. J'avais pris l'habitude de parler à la photo de Walter sur la cheminée, en lui a demandé ce qu'il pensait du temps, des voisins, de savoir si je devais replanter des tomates cette année-là. Pathétique, vraiment. Mais au moins, il y avait une voix dans la salle, même si ce n'était qu'une. Mes propres rebondissements. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à le remarquer sur la place de l'église, le mercredi, quand j'allais au marché fermier. Un jeune homme ne pouvait pas avoir plus de 32, 33 ans. Assis sur ce vieux banc en fer sous le chêne. Ses vêtements étaient sales, usés, minces comme du papier, et ses cheveux semblaient avoir été coupés lui-même avec des ciseaux de cuisine. Mais ses yeux, Seigneur, ayez pitié. Son regard exprimait une tristesse qui me rappelait celle d'un chien battu. J'espérais toujours de la gentillesse.
Les premières fois que je l'ai vu, j'ai simplement hoché la tête. Je me suis montré poli et j'ai vaqué à mes occupations. C'est ce que font les bonnes dames. Je salue les gens, mais je ne les comprends pas. Impliqué. Mais quelque chose chez lui m'a interpellé. Peut-être était-ce sa façon de s'asseoir. Comme s'il essayait de ne pas prendre trop de place dans le monde. C'était peut-être sa façon de lever un chapeau imaginaire quand des dames âgées passaient, faisant preuve de bonne manière que quelqu'un lui avait autrefois enseigné. Semaine après semaine. Il l'était. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ce garçon était sur ce banc. J'ai commencé à en apporter un supplémentaire. Un sandwich de la maison. Au cas où, me suis-je dit. Juste une charité chrétienne. Rien. Plus. Quand octobre est arrivé et que la nuit a commencé à devenir suffisamment froide pour mordre, j'ai commencé à rester éveillé en m'inquiétant. À propos de l'endroit où il allait au coucher du soleil, les dames de l'église commencèrent à chuchoter. Bien sûr, Madame Patterson. Il a dit qu'il était probablement sous l'emprise de drogue. La femme du diacre Miller était convaincue qu'il repérait des maisons pour les cambrioler, mais je l'ai observé. Je l'ai vraiment observé. Et tout ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui s'était égaré. Il y a une différence entre dangereux et désespéré. Et je pensais pouvoir dire lequel c'était. J'ai commencé à lui apporter ce sandwich régulièrement, et on échangeait quelques mots. Il s'appelait Dean, dit-il. Et il avait été en voyage, à la recherche d'un emploi. Sa voix était douce, cultivée, comme s'il avait eu. Il a suivi une formation avant ce qui l'a amené sur ce banc. Il me remerciait toujours comme il se doit, m'appelait Madame, et je n'ai jamais demandé plus que ce que j'offrais. Mais la solitude nous ridiculise tous. Et j'étais sur le point de devenir le plus grand imbécile du comté de Reno. Mon erreur a été de croire que je pouvais sauver quelqu'un qui ne le voulait pas. Ce que je ne savais pas, c'est que parfois, la personne que l'on tente de sauver est en fait en train de chasser une proie. Et la gentillesse. Peut-être l'appât qui vous mène droit dans un piège que vous n'avez jamais vu venir. La première fois que j'ai apporté un sandwich à Dean, mes mains tremblaient comme des feuilles d'automne. J'avais fait du jambon et du fromage sur du pain blanc. Rien d'extraordinaire, juste de quoi remplir un ventre vide. Quand je me suis approché de ce banc, il m'a regardé avec des yeux couleur des nuages d'orage. Et je jure que j'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine, comme la porte que j'avais verrouillée grinçait légèrement. Il sentait la pluie d'octobre et le linge sale. Mais, en dessous, il y avait autre chose, quelque chose de propre, comme du savon. Il avait réussi. Pour trouver quelque part. Quand il a pris ce sandwich de mes mains, ses doigts ont effleuré les miens pendant une seconde, et il était plus douce que je ne l'aurais cru. Pas les mains rugueuses et calleuses d'un homme qui avait fait un travail pénible. Ça aurait dû. C'était mon premier avertissement. Mais la solitude a tendance à nous faire ignorer ce qui ne colle pas à l'histoire que nous voulons raconter. Croire. On a commencé à discuter un peu au début. Il m'a dit qu'il avait été voyageant depuis des mois, qu'il avait perdu son emploi dans une usine de l'Est et qu'il vivait dans la rue depuis. Sa voix avait une douceur qui me rappelait la façon dont Walter parlait quand il essayait de me réconforter après l'une des crises de ma mère. Visite particulièrement cruelle. Dean me demandait comment s'était passée ma journée, comment s'était passée la météo. À savoir si les tomates de mon jardin produisaient encore. Des questions simples. Mais c'étaient les premières vraies conversations que j'avais eues depuis des mois, sans être avec des caissières ou les télévendeurs. Je me suis retrouvée à attendre le mercredi avec une impatience qui me semblait presque pécheresse. Je me réveillais en pensant au type de sandwich à préparer, en me demandant s'il serait toujours là sur ce banc ce soir-là. Avant le jour du marché. Je me surprenais à me tenir devant le miroir de ma chambre. Vérifier si mes cheveux gris étaient présentables. Si les rides autour de mes yeux s'étaient creusées. Pensée stupide pour une femme qui approche les 60 ans. Mais le chagrin et la solitude peuvent vous donner l'impression d'être disparaissait.
Et l'attention de Dean me fit me sentir à nouveau visible. En novembre, les conversations s'étaient prolongées. Il me racontait des anecdotes sur des endroits où il était allé, des villes que je n'avais vues que dans des magazines. Des descriptions de couchers de soleil sur des montagnes que je ne verrai jamais. J'ai commencé à apporter du café dans un thermos et nous nous asseyions sur ce banc. Ensemble tandis que le vent du Kansas transportait l'odeur de la balle de blé et changeait. Saison. Il ne demandait jamais d'argent, jamais plus que ce que je lui offrais. Sa retenue m'a fait lui faire plus confiance que je n'aurais dû. Le jour où tout a basculé, c'est quand je l'ai trouvé tremblant de froid. Ses dents claquaient comme des castagnettes. Novembre était devenu cruel pendant la nuit, et le gel se formait déjà. Sur les marches du palais de justice, alors qu'il était à peine 16 heures. Ses lèvres avaient une teinte bleutée qui m'effrayait. Et, quand j'ai touché son épaule pour lui offrir mon pull supplémentaire, j'ai pu sentir le froid. Rayonnant à travers sa fine veste comme s'il était fait de glace, c'est à ce moment-là que je me suis entendu dire des mots que je n'avais jamais prévu de dire. Dis-je. Je lui ai dit qu'il pouvait venir se réchauffer chez moi juste un petit moment, jusqu'à ce que le pire du froid soit passé. La façon dont son visage a changé quand j'ai dit ces mots. Les mots, le soulagement, la gratitude, quelque chose d'autre que je ne pouvais pas vraiment nommer, c'est. J'avais l'impression de faire quelque chose de sacré, quelque chose que Walter aurait approuvé. Ma maison était différente. Avec lui dedans. Soudain, le silence dans lequel je m'étais noyé fut rempli par le bruit d'une autre personne qui respirait. Se déplaçant, existant dans mon espace. Il était poli comme un service du dimanche, au tasson. Chaussures à la porte, demander la permission avant d'utiliser la salle de bain, complimenter les photos de mes petits-enfants sur la cheminée. Quand je lui ai servi de la soupe et du pain de maïs à ma table de cuisine. Il a mangé comme un homme qui avait oublié le goût d'un repas fait maison. Mais il se passait autre chose. Quelque chose que je ne voulais pas. À admettre, même à moi-même. Sa façon de me regarder quand il pensait que je ne le regardais pas. Ce n'était pas comme si j'étais juste une gentille vieille. Madame, mais j'étais une femme digne d'intérêt. Ça faisait si longtemps que personne ne m'avait vu comme ça que j'avais. J'avais oublié ce que ça faisait de se sentir désiré au lieu d'être simplement utile. Je devrais. Je sais que le diable ne vient pas avec des cornes et une fourche à la main. Parfois, il vient avec gratitude et il parle doucement. Et il attend que vous ayez ouvert toutes les portes avant de vous montrer ce qu'il veut vraiment. Ce mois de novembre. La nuit où j'ai invité Dean à rester jusqu'à ce que la vague de froid passe, je me suis dit que c'était juste de la charité chrétienne. Juste une nuit, peut-être deux, jusqu'à ce qu'il puisse comprendre son prochain coup. Mais au plus profond de mon cœur, là où nous gardons les vérités, nous avons peur de parler à voix haute. Je savais que je me mentais. Je voulais qu'il restait. Je voulais que la maison reprenne vie. Je voulais compter pour quelqu'un qui. Il n'était pas obligé de m'aimer par le sang ou par les vœux de mariage. Les 3 premiers jours ont été comme jouer à la maison avec un inconnu. Dean a aidé avec les petites choses de la maison, a resserré la poignée des serressures. Robinet de cuisine, feuilles balayées du porche, bois de chauffage transporté sans. On me l'a demandé. Il a pris soin de me laisser de l'espace, dormant sur le canapé du salon. Même si je lui avais proposé la chambre d'amis. Au repas, il complimentait ma cuisine avec l'enthousiasme d'un homme qui mangeait dans les poubelles. Et je me suis retrouvée à faire des portions plus grosses. Des plats plus élaborés, juste pour voir cette expression d'appréciation dans ses yeux. Mais, ce sont les petites intimités qui ont commencé à tout changer. La façon dont il apparaissait dans l'embrasure de la porte de la cuisine le matin. Les cheveux ébouriffés par le sommeil, me demandant si j'avais besoin d'aide pour le petit déjeuner, comment il s'assoirait à côté de moi sur le canapé le soir, pendant que je regardais mes histoires à la télévision. Assez près pour que je puisse sentir son shampoing. Mon shampoing, en fait, puisqu'il utilisait tout ce que j'avais, son bruit.
fredonnant pendant qu'il se rasait dans ma salle de bain en utilisant le vieux rasoir de Walter que je n'avais jamais. J'ai eu le cœur de tout jeter. Le point de rupture est arrivé un jeudi soir, alors que je faisais la vaisselle et Dean est venu derrière moi pour m'aider à sécher. Rien d'inapproprié, rien que je puisse signaler et qualifier de mal. Mais quand il m'a contourné pour déposer une assiette dans le placard, sa poitrine appuyée contre mon dos pendant un instant. J'ai senti la chaleur de son corps à travers ma robe de maison. J'ai senti son odeur mélangée à mon savon à la lavande, et quelque chose. Une décharge électrique m'a traversée. Une décharge que je n'avais pas ressentie depuis que Walter était jeune, fort et vivant. Je me suis retournée trop vite, et soudain, nous nous sommes retrouvés face à face, plus proches que de raison, plus proches qu'une veuve. Et un étranger sans abri ne devrait jamais l'être. Ses yeux étaient plus sombres dans la lumière de la cuisine, et je pouvais voir de minuscules reflets. L'or autour des pupilles, l'espace d'un battement de cœur, peut-être deux. On est resté là, à respirer. Le même air. Et je me sentais comme une écolière idiote plutôt que comme une femme assez âgée pour savoir ce qu'elle pensait. Cette nuit-là, je me suis allongée. Dans mon lit vide, je l'écoutais bouger en bas, et je ne pouvais pas arrêter de penser à l'apparence de ses mains. Tenant ma belle porcelaine, avec quel soin il séchait chaque pièce comme si cela comptait pour moi. Lui, parce que c'était important pour moi. J'ai commencé à imaginer ce que ce serait de ne plus être seule, d'avoir quelqu'un à qui parler autour d'un café le matin, à quelqu'un avec qui partager le journal, à quelqu'un chaud à mes côtés. Quand le vent du Kansas hurlait aux quatre coins de la maison. Le lendemain matin, je me suis surprise dans le miroir de la salle de bain et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. Mes joues. J'avais de la couleur pour la première fois depuis des mois, et mes yeux semblaient plus brillants, plus vivants. Je prenais particulièrement soin de mon apparence, je portais mes plus belles robes de maison, celles que Walter avait l'habitude de dire. Cela a fait ressortir le bleu de mes yeux. J'agissais comme une femme pleine d'espoir. Et cette prise de conscience m'a effrayée. Plus que je ne voulais l'admettre. Mais le véritable moment de non-retour est survenu lorsque je suis entrée dans le salon et que j'ai découvert. Dean, assis sur mon canapé, tenait la photo encadrée de Walter et moi, prise lors de notre 25e anniversaire. Il l'étudiait. Avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Pas vraiment de la jalousie, mais plutôt une sorte de calcul. Comme s'il se mesurait à l'homme qui m'avait aimé pendant 4 décennies. Quand il a remarqué que je le regardais, il n'a pas semblé gêné ni posé la photo précipitamment, comme le ferait quelqu'un surpris en train de fouiner. Au contraire, il a souri. Et dit. Walter avait l'air d'avoir été un homme bien. Un homme chanceux de m'avoir eu pour. Au revoir. La façon dont il l'a dit, avec cette voix douce et ses yeux de nuages d'orage. En regardant droit dans le mien, j'ai eu l'impression qu'il posait une question, ce n'était pas le cas. Prêt à répondre. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Walter, je n'ai pas. Je pleure jusqu'à m'endormir. Au lieu de cela, je reste éveillée en pensant à demain, à la semaine prochaine, pour savoir si Dean voudrait rester jusqu'à Noël, jusqu'à l'hiver, peut-être plus longtemps. J'avais prévu un avenir avec un homme que je connaissais depuis moins de 2 semaines. Un homme dont je connaissais le nom de famille. Je ne le savais même pas. Un homme qui pouvait disparaître aussi soudainement qu'il était apparu. J'aurais dû m'en souvenir quand quelque chose semble trop beau pour être vrai. C'est généralement le cas. Mais la solitude m'avait rendu faim d'espoir. Et l'espoir quand vous en avez faim peut vous rendre avaler du poison et l'appeler miel. Le moment qui a tout changé s'est produit. Un samedi soir de fin novembre. Je me souviens que c'était samedi, car plus tôt. Ce jour-là, j'avais fait mon voyage hebdomadaire au Piggly Wiggly, et Madame Henderson, qui habitait en bas de la rue, m'avait posé des questions sur un jeune homme qu'elle avait vu travailler dans mon jardin. Son ton exprimait cette curiosité si particulière des petites villes, si bien au bord du jugement, et je me suis retrouvée sur la défensive, expliquant que Dean aidait juste temporairement, que c'était de la charité chrétienne,
Rien de plus que de la marche. Dans les allées de l'épicerie. Je me suis surpris à acheter des choses que je n'avais pas achetées depuis des années. De bons steaks au lieu de le bœuf haché dont je me nourrissais. Du pain frais de la boulangerie au lieu de les pains de la veille. Même une bouteille de vin que je croyais être pour cuisiner. Mais je savais que je ne l'utiliserais jamais dans aucune recette. Je faisais mes courses comme une femme enceinte. Entreprise, comme une femme qui voulait impressionner quelqu'un. Et la réalisation me brûlait les joues, avec un mélange de honte et d'impatience. Quand de retour à la maison, Dean l'attendait sur le perron, plus propre que d'habitude. Ses cheveux étaient soigneusement peignés en arrière. Et il portait la chemise de rechange que je lui avais achetée. Il a dit que c'était l'ancienne de Walter, mais c'était un mensonge puisque Walter. Il était beaucoup plus petit. Le soleil de novembre se couchait derrière lui, projetant de longues ombres sur la cour. Et pendant un instant, il ressemblait à quelque chose sorti d'un rêve, comme la réponse aux prières que j'avais trop peur d'exprimer. Prier. Il m'a aidé à porter les courses, et quand il a vu les pieux, tout son visage s'est illuminé d'une sincère plaisir. Cela faisait des mois qu'il n'avait pas mangé correctement, dit-il. Et la façon dont il a dit que cela me donnait l'impression de lui donner quelque chose de précieux au lieu de. Je préparais juste le dîner. On travaillait ensemble en cuisine, lui lavant les légumes, pendant que j'assaisonnais la viande. Et ça semblait si naturel, si juste, comme si on avait été. Je fais cette danse depuis des années au lieu de quelques semaines. Au dîner, nous avons discuté de choses dont nous n'avions jamais parlé auparavant. Il m'a parlé de son enfance, d'une mère morte trop jeune et d'un père qui s'était saoulé à mort peu après. Il avait fait des études supérieures, disait-il. Mais les circonstances l'avaient forcé à partir, et depuis lors, il avait erré d'un endroit à l'autre, à la recherche de un endroit où appartenir. Le vin rendait sa voix plus douce, plus vulnérable, et quand il a tendu la main par-dessus la table pour toucher ma main pendant qu'il parlait, je n'ai pas tiré. Après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé pour regarder le film de fin de soirée, et peu à peu l'espace entre nous s'est réduit. Rien de dramatique. Rien que je puisse dire. C'est là que c'est arrivé. Juste la réduction progressive de la distance entre deux personnes qui avaient été seules trop longtemps. Son épaule toucha la mienne. Sa main effleura mon bras lorsqu'il prit sa tasse de café. De petites attentions, innocentes. Des contacts, mais chacun d'eux m'a envoyé une électricité que je n'avais pas ressentie depuis ma jeunesse. À la fin du film, on a juste assis là dans la lueur bleue de l'écran de télévision, sans parler. Tous deux. Nous savions que quelque chose se passait, mais aucun de nous n'était prêt à le nommer. Le silence s'est étendu entre nous comme un pont que j'avais peur de traverser. Et puis Dean s'est tourné vers moi avec ses yeux de nuage d'orage et a prononcé mon nom. Doucement. C'était presque un murmure. Je tiens à préciser que je ne me souviens pas d'avoir fait choix. Que cela s'est produit sans aucune décision de ma part, mais cela être un autre mensonge. Quand Dean s'est penché vers moi, quand sa main s'est levée pour toucher ma joue, quand ses lèvres effleurèrent les miennes si doucement, j'eus l'impression qu'une question était posée. Demandée. J'ai eu un moment clair et sobre où j'aurais pu m'arrêter. J'aurais pu me retirer, j'aurais pu dire que ce n'était pas approprié. J'aurais pu me rappeler que j'étais une veuve de 60 ans et qu'il était un sans-abri assez jeune pour être mon fils. Je l'ai embrassé en retour. Ce qui a suivi a été comme tomber dans un puits dans le noir. Terrifiant et exaltant. Complètement hors de mon contrôle. 23 ans plus tard, assis ici sur ce porche, je me souviens encore de chaque détail de cette nuit-là. Comme sa main tremblait quand il m'a touché, comme si j'étais quelque chose de fragile qu'il avait peur de briser. Murmurait que j'étais belle. Que je lui sauvais la vie. J'ai connu une gentillesse comme la mienne. Comment nous nous déplacions ensemble dans ma maison comme des somnambules. En haut des escaliers, devant des photos de ma vie avec Walter,
dans la chambre où j'avais dormi seule pendant si longtemps. Je ne prétendrai pas que c'était beau ou romantique comme dans les films. Nous étions à la fois trop désespérés, trop avides de connexion, trop conscients de l'injustice. C'était une bonne chose, et je me sentais bien en même temps. Mais après, allongé dans mon lit, avec le bras de Dean autour de moi et sa respiration profonde et régulière à côté de moi, j'ai ressenti quelque chose que je croyais mort avec Walter. Je me sentais désirée, nécessaire, vivante dedans. Une manière qui n'avait rien à voir avec l'utilité, la bienséance ou la bonté. La culpabilité est venue. Plus tard, bien sûr. C'est toujours le cas. Quand je me suis réveillée le lendemain matin et que j'ai vu Dean à la place de Walter, utilisant son oreiller. Ses cheveux noirs s'étalaient sur les draps qui sentaient encore légèrement l'après-rasage de mon mari. La honte me frappa comme une coup physique. Quel genre de femme étais-je? Quel genre de chrétienne? Quel genre de une femme? Même veuve. Mais Dean ouvrit les yeux et me sourit avec une affection si sincère, une telle gratitude, que la culpabilité était refoulée sous quelque chose de plus fort. Le sentiment enivrant d'être désiré, de compter pour quelqu'un d'une manière que je pensais terminer pour moi à jamais. Ce matin-là, au petit déjeuner, tout semblait différent. L'air même dans la maison semblait pleine de possibilités. Dean a évoqué la possibilité de rester jusqu'à Noël, voire plus longtemps si je le voulais. Il a parlé de trouver un emploi en ville, de pérenniser cet arrangement. Et je me suis surpris à hocher la tête. Comme une femme qui a trouvé son avenir plutôt qu'une idiote qui vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Je ne savais pas encore que je n'étais pas son sauveur. J'étais sa cible et le piège se refermait déjà sur moi. La première semaine après cette nuit de novembre passa comme un rêve fiévreux. Dean déplaça mes affaires du salon à ma chambre. Et soudain, ma maison a semblé comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui n'avait pas passé les 2 dernières années à parler à photographie et dîner seul. Je me suis surprise à fredonner pendant que je préparais le petit déjeuner, le rouge à lèvres sur les lèvres. Épicerie, me souciant de choses dont j'avais cessé de me soucier depuis la mort de Walter. Mais les petites villes ont des yeux partout. Et il n'a pas fallu longtemps pour que ses yeux commencent à remarquer. Madame Patterson de l'autre côté de la rue commença à trouver des excuses pour travailler dans son jardin dès que Dean était dehors. Le facteur commença, s'attardant plus longtemps que nécessaire, discutant de la météo, tandis que mon regard s'est porté vers ma porte d'entrée. Au Piggly Wiggly, la conversation s'est arrêtée. Quand je descendais les allées, puis je reprenais ma conversation en murmurant après être passé. Je me disais que je me fichais de ce que les gens disaient. J'étais une femme adulte, une veuve, ayant droit à de la compagnie si je le pouvais. Le trouver. Mais le poids de leur observation, de leur jugement, de leurs murmures. Les conversations à la poste et au restaurant ont commencé à me peser comme des pierres sur ma poitrine. L'aide était le genre d'endroit où la réputation comptait, où ce que les gens pensaient de vous pouvait déterminer si vous étiez invité à des activités sociales à l'église ou si vous vous retrouviez progressivement exclu de la communauté qu'il avait accueillie pendant 40 ans. Dean semblait indifférent à cette surveillance. Ou peut-être qu'il s'en fichait. Il avait pris l'habitude de répondre à mon téléphone quand j'étais occupé, disant aux appelants que Madame Harris était indisposée, parlant avec une autorité qui donnait l'impression qu'il était à sa place. Quand ma fille Sarah a appelé de Topeka, il a discuté avec elle pendant 15 minutes avant de me passer le téléphone. Et j'entendais la confusion dans sa voix lorsqu'elle demanda qui était ce gentil jeune homme. Les mensonges étaient plus faciles à trouver que les j'aurais dû. J'ai dit à Sarah qu'il était un cousin éloigné malchanceux, qui aidait à la maison en échange d'une chambre. Et le logement. J'ai dit aux dames à l'église qu'il était un homme à tout faire itinérant que j'avais engagé pour l'hiver. Je me suis dit que ce n'était pas vraiment des mensonges, juste des ajustements à une vérité que les gens ne comprendraient pas.
Mais chaque mensonge me semblait comme avaler quelque chose d'amer. Et j'ai commencé à réaliser que la vie que je construisais avec Dean m'a obligé à devenir quelqu'un que je n'avais jamais été auparavant, quelqu'un qui trompait les gens, quelqu'un qui cachait des choses, quelqu'un qui vivait dans l'ombre. Le changement chez Dean fut subtil au début, puis progressif. Que je n'ai presque pas remarqué ce qui se passait. La gratitude dans ses yeux a commencé à s'estomper, remplacée par quelque chose. Cela ressemblait davantage à une attente. Il a arrêté de demander la permission pour certaines choses, d'utiliser ma voiture, de manger le reste de quelque chose dans le réfrigérateur, changer de chaîne de télévision au milieu d'un programme que je regardais. De petites choses. De minuscules changements de comportement qui, individuellement, ne signifiaient rien. Mais ensemble, commença à se former une tendance qui me mettait mal à l'aise. Un matin de décembre, je le trouvais en train de feuilleter les journaux chez Walter. Vieux bureau, regardant les relevés bancaires et les documents d'assurance avec l'attention concentrée de quelqu'un. Mener des affaires plutôt que de répondre à la simple curiosité d'un invité. Quand j'ai demandé ce qu'il faisait, il souriait de ce même sourire doux et disait qu'il essayait juste pour comprendre ma situation financière afin qu'il puisse m'aider à prendre de meilleures décisions. La façon dont il l'a dit, si raisonnable et attentionnée, m'a fait me sentir stupide pour. Je l'interrogeais. Mais quelque chose de froid s'installa dans mon estomac, qui n'avait rien. À cause du temps hivernal. Ce soir-là, alors que nous regardions la télévision, Dean a mentionné avec désinvolture que ma maison valait probablement plus que je ne le pensais, que la valeur des propriétés en petite quantité. Les villes du Kansas étaient étonnamment fortes. Il a expliqué qu'une femme de mon âge ne devrait pas avoir à s'inquiéter. Entretenir un si grand espace, qu'il y avait de beaux appartements en ville qui seraient beaucoup plus faciles à gérer. Il a parlé. Comme s'il veillait à mes intérêts. Mais sa main sur mon bras me semblait plus lourde qu'avant, plus possessive. Qu'affectueux. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Sa façon de me regarder quand il pensait que je ne le regardais pas, ses yeux. Calculateur plutôt qu'aimant. Comment il était devenu de plus en plus à l'aise pour prendre des décisions concernant ma vie sans me consultant. La manière progressive dont il avait pris le contrôle des conversations avec les visiteurs. Parler en mon nom avant de pouvoir parler en mon nom. Mais j'ai repoussé ces observations, les ai enfouies sous la peur d'eux. J'étais à nouveau seule, car la vérité devenait évidente. Même si je n'étais pas prête. Pour y faire face, Dean n'était pas l'homme reconnaissant et doux dont j'avais été sauvée. Ce banc d'église. Il était tout autre. Et je commençais à peine à comprendre ce que j'avais réellement invité. Ma maison. Noël 1999 aurait dû être le Noël le plus solitaire de ma vie. Mais au lieu de cela, c'est devenu encore plus terrifiant. À ce moment-là, Dean vivait chez moi depuis plus d'un mois. Et ce qui avait commencé comme une mission de sauvetage s'était transformé en quelque chose que je commençais à reconnaître comme de la captivité. Même si je ne. J'ai eu le courage de l'appeler ainsi. Mais la transformation avait été si progressive que je ne pouvais pas déterminer exactement quand. L'homme reconnaissant et doux que j'avais ramené à la maison avait disparu, remplacé par quelqu'un qui se sentait en droit d'eux. Tout ce que j'avais. C'était comme regarder une photographie s'estomper en arrière. Au lieu de perdant en clarté, Dean gagnait en définition. Et l'image qui se dessinait n'était pas celle que je souhaitais voir. Il avait complètement pris possession du côté du lit de Walter, étalant ses quelques affaires sur le dessus de la commode. Là où se trouvaient les lunettes de lecture et la montre de poche de mon mari. Plus inquiétant encore était la façon dont il avait commencé à porter les vêtements de Walter. Des chemises trop petites, trop serrées. Sa poitrine plus large, lui donnant l'air de porter un costume de la vie de mon défunt mari. Quand j'ai mentionné cela, me mettait mal à l'aise, il m'avait regardé avec ses yeux de nuages d'orage et avait dit qu'il pensait que je voudrais qu'il se mette à la maison. Que ça le blessait quand j'agissais comme s'il n'était pas à sa place. La culpabilité était une arme qu'il maniait avec une précision chirurgicale.
Chaque fois que je remettais en question une de ses actions, chaque fois que je lui exprimais malaise face à la rapidité avec laquelle notre arrangement changeait, il me rappelait à quel point j'avais besoin de lui, à quel point ma vie était comme avant son arrivée. Il me touchait doucement le visage et me demandait si je voulais redevenir la vieille femme solitaire. En parlant aux photographies, si je préférais vraiment manger chaque repas seul. Si je regrettais de ne pas pouvoir rester éveillée la nuit avec rien d'autre que le son de ma propre respiration pour me tenir compagnie. Et la terrible vérité était que je ne voulais pas retourner à ce vide. La solitude me tuait lentement, jour après jour. Et la présence de Dean, même celle-ci. Cette version de plus en plus inconfortable était toujours meilleure que le silence qui m'avait presque rendu fou. Alors, j'ai ravalé mes objections, j'ai réprimé mon malaise grandissant et je me suis dit que j'étais trop sensible. Que les relations exigeaient des compromis, que c'était peut-être simplement ainsi que les choses. J'ai travaillé plus tard, quand j'ai recommencé ma vie. La situation financière est devenue claire mi-décembre, quand je suis allée à la banque. J'ai effectué mon dépôt habituel et j'ai découvert que quelqu'un effectuait des retraits sur mon compte. Pas de sommes énormes, $50. Ici, 100 là, mais assez pour être remarqué quand on vit avec un revenu fixe. Comme je l'ai fait. Quand j'en ai parlé à Dean, il n'a pas nié. Au contraire, il expliqua sur ce même ton raisonnable qu'il utilisait pour tout maintenant, qu'il avait besoin d'argent pour les achats de Noël, qu'il voulait me surprendre avec des cadeaux. Il avait pensé que ça ne me dérangerait pas, puisque nous partagions tout le reste. La logique était suffisamment solide pour me faire douter. Ma propre réaction. Après tout, nous dormions dans le même lit, mangeant dans la même cuisine, vivre en couple dans tous les domaines importants. N'était-il pas naturel qu'il ait accès à des ressources? N'étais-je pas égoïste d'accumuler de l'argent alors qu'il me donnait en temps retour? Mais le fait qu'il ait pris sans demander, qu'il ait en quelque sorte eu accès à mes informations de compte m'a laissé un sentiment de violation que je ne pouvais exprimer. C'est alors que j'ai commencé à retrouver ces affaires à des endroits où elles ne devraient pas être. Ma boîte à bijoux avait été ouverte et fouillée. Rien ne semblait manquer. Le double de la clé de mon coffre-fort, que je gardais caché dans une vieille boîte à café dans le garde-manger avait été déplacé. Les papiers dans le bureau de Walter n'étaient pas dans l'ordre où je les avais laissés. Dean étudiait Je vivais comme un étudiant se préparant à un examen. J'apprenais tout ce qu'il y avait à savoir sur mes finances, mes biens, mes vulnérabilités. L'intimité physique entre nous avait également changé, devenant moins une question de connexion et plus. À propos du contrôle. Dean me touchait avec la possessivité désinvolte de la propriété. Ses mains sur mes épaules me guidaient dans la direction où il voulait que j'aille. Son bras autour de ma taille me maintenant en place pendant les conversations avec les voisins. Ses doigts parcouraient mes cheveux tandis qu'il décidait de nos projets de soirée sans me consulter. J'ai commencé à ressentir comme une poupée posée par les mains de quelqu'un d'autre. Le point de rupture est arrivé la veille de Noël. J'avais invité mon voisin, Madame Kowalski, venue prendre un café et des biscuits. Une tradition que Walter et moi avions entretenue pendant 15 ans. Elle avait 84 ans. C'était une charmante Polonaise dont le mari avait. Je suis décédée la même année que Walter, et nos visites hebdomadaires avaient été l'un des rares liens sociaux que j'avais maintenus après devenir veuve. Dean était un charme absolu à son arrivée, l'aidant à mettre son manteau, la complimentant sur ses biscuits, lui demandant à propos de ses petits-enfants avec un intérêt apparemment sincère. Mais je pouvais voir Madame. La confusion de Kowalski, la façon dont ses yeux allaient sans cesse de Dean à moi, essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Lorsqu'elle demanda directement depuis combien de temps Dean était avec moi, il répondit avant que je puisse parler, en inventant une histoire élaborée selon laquelle il était le beau-fils de ma défunte sœur, venu du Michigan pour m'aider à passer les fêtes. Je n'avais jamais eu de sœur. Walter avait été un enfant unique, et moi aussi,
Madame Kowalski le savait, j'avais connu ma famille pendant des décennies, et j'ai vu son visage changer lorsqu'elle a réalisé que Dean mentait. Avec l'assurance naturelle de quelqu'un qui le faisait régulièrement. Mais au lieu de le confronter, elle m'a regardé avec une pointe de pitié, peut-être de peur. Et j'ai compris qu'elle voyait quelque chose. Dans ma situation, j'essayais encore de ne pas me voir. Après son départ, Dean. Il était furieux. Il ne hurlait pas. Il était trop intelligent pour ça. Mais il était froid. Contrôlé, en colère. Il voulait savoir pourquoi j'avais invité quelqu'un sans demander mon avis. Lui. Pourquoi j'exposais notre entreprise à des voisins qui ne comprenaient peut-être pas notre situation. Pourquoi je compliquais les choses alors qu'elles auraient pu être simples. Sa voix s'est élevée au-dessus d'un ton conversationnel, mais ses mains sur mes bras ont laissé des ecchymoses. Et, pour la première fois depuis qu'il avait emménagé, j'avais vraiment peur de ce qu'il pourrait. Si je n'étais pas d'accord avec lui. Cette nuit-là, allongée dans mon lit à côté de lui, j'écoutais sa respiration dans la ténèbre. J'ai finalement admis la vérité que je fuyais. Je ne partageais pas ma vie avec Dean. Il prenait les choses petit à petit, et j'avais trop honte de mon propre désespoir de l'arrêter. Le début de l'année 2000 a apporté une vague de froid. Cela semblait figer bien plus que le paysage du Kansas. Cela a gelé quelque chose en moi qui s'éteignait lentement. Depuis la veille de Noël. Janvier fut brutal cette année-là avec des tempêtes de verglas qui frappèrent. Des lignes électriques et des vents qui donnaient l'impression de marcher dehors comme dans couteau. Dean a utilisé le temps comme une autre raison pour laquelle j'avais besoin de lui. Pourquoi une femme de mon âge ne devrait-elle pas vivre seule dans un tel endroit? Grande maison dans des conditions aussi dangereuses. Mais le véritable danger n'était pas à l'extérieur de ma maison. Il dormait à mes côtés chaque nuit, mangeait à ma table chaque matin et effaçant peu à peu la femme que j'avais été pendant 60 ans. Dean avait arrêté. Il faisait semblant de chercher du travail. Quand j'abordais le sujet, il me rappelait que personne n'embauchait en plein milieu de la crise. L'hiver, il était plus logique qu'il se concentre sur moi à la maison. Mais ce qu'il appelait prendre soin de moi. Il avait plutôt envie de prendre le contrôle. Il avait réorganisé mes placards de cuisine selon ses préférences, déplacé des meubles sans demandant. Je jetais des choses qui appartenaient à Walter parce qu'il disait que ce n'était pas sain pour moi de vivre dans un sanctuaire. Le pire, c'était à quel point il présentait tout de manière raisonnable. Quand j'ai protesté en disant que j'aimais ma cuisine, organisée comme il l'avait été pendant 40 ans, il m'expliquait que sa méthode était plus efficace. Quand j'étais contrarié par lui jetant la tasse à café préférée de Walter, il me tenait dans ses bras pendant que je pleurais et disait. Il essayait seulement de m'aider à guérir. Que m'accrocher à des souvenirs douloureux me maintenait coincé dans le chagrin au lieu de avancer ensemble, notre vie ensemble. Cette phrase commençait à apparaître dans ses conversations. De plus en plus, toujours en partant du principe que nous avions conclu un accord dont je ne me souvenais pas. Il parlait. À propos de projets pour le printemps, d'amélioration de la maison, peut-être de se marier pour qu'il. Cela pourrait être sur mon assurance, peut-être vendre l'endroit et déménager dans un endroit plus chaud où une femme plus âgée ne le ferait pas. Il faut affronter les hivers du Kansas. Sa façon de parler de ses futurs. Il s'attendait clairement à ce que je suive ses décisions. Mon isolement était devenu total, sans que je sois pleinement réalisant ce qui se passait. Dean a répondu à mon téléphone comme d'habitude, filtrant mes appels et délivrant des messages qui semblaient toujours décourager les visiteurs. Quand Sarah appelait de Topeka, il lui disait que se reposait, ne se sentait pas bien, était trop occupé avec des projets ménagers pour venir. Le téléphone. Quand les dames de l'église appelaient pour des réunions de comité ou des repas partagés, il m'expliquait que je n'étais pas très enclin à socialiser ces jours-ci, je préférais les soirées tranquilles à la maison. La vérité était que j'avais arrêté d'essayer de maintenir ces connexions moi-même.
Chaque interaction sociale était devenue un champ de mines de mensonges dont je devais me souvenir. Des histoires que Dean m'avait racontées et que je devais soutenir. Des explications que je devais donner pour expliquer pourquoi j'avais l'air plus mince, plus nerveux, plus comme une femme vivant sous un stress constant plutôt que comme une femme ayant trouvé l'amour sur le tard. Il était plus facile de rester à la maison. Éviter les questions auxquelles je ne pouvais pas répondre honnêtement. Prétendre que mon monde qui rétrécissait était un choix plutôt qu'un résultat. De la campagne constante de Dean pour me couper de tous ceux qui pourraient remarquer ce qui se passait. Ce qui m'arrivait. Le contrôle financier était devenu absolu. Dean gérait désormais tous mes comptes, expliquant qu'il avait une meilleure tête pour les chiffres que moi. Que les femmes de mon âge étaient fréquemment la cible d'escroqueries financières. Que c'était plus sûr. S'il s'occupait de toutes les questions d'argent, mon chèque de sécurité sociale a été déposé directement sur un compte qu'il avait convaincu. Pour faire un joint, et mon accès à l'argent nécessitait son approbation. Quand j'en avais besoin, quelque chose du magasin, j'ai dû demander de l'argent à Dean, comme un enfant qui demande une allocation. Et il remettait en question chaque achat, chaque dépense, chaque petite désir d'indépendance. Mais c'est la découverte que j'ai faite début février qui a finalement brisé cette coquille de déni dans lequel je vivais. Alors que Dean était dehors en train de couper du bois de chauffage, l'un des les quelques activités utiles qu'il effectuait encore, je nettoyais notre chambre et déplaçais sa veste pour la suspendre correctement. Dans le placard. La veste était plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, et quand j'ai vérifié les poches pour voir s'il était parti quelque chose en eux, ma main s'est refermée autour de quelque chose de froid et de métallique qui a fait mon sang se transforma en eau glacée dans mes veines. C'était un petit pistolet, noir et mortel, enveloppé dans un tissu huileux. Ça sentait le métal et la violence. Je n'avais jamais tenu d'arme auparavant, jamais. Je voulais, et son poids dans ma paume me donnait l'impression de contenir un mal concentré. Mes mains tremblaient si fort que j'ai failli. Je l'ai laissé tomber. Et quand je l'ai remballé et remis exactement là où je l'avais trouvé, j'entendais mon cœur battre à mes oreilles comme un tambour. Dean n'avait jamais mentionné posséder une arme, ni en avoir besoin. Protection ou un sentiment d'insécurité. La seule raison pour laquelle un homme porterait une arme dissimulée. Arme sans prévenir la femme avec qui il vivait, s'il pensait devoir l'utiliser contre elle. Cette nuit-là, mentant. À ses côtés, dans l'obscurité, j'ai enfin compris ce que j'avais réellement apporté chez moi. Trouver cette arme a changé tout, même si j'essayais de faire comme si de rien n'était. Pendant 3 jours après l'avoir découvert, j'ai parcouru les gestes de notre routine quotidienne. Préparer le petit déjeuner, regarder la télévision ensemble, acceptant ses baisers et ses caresses, tout en sachant que quelque part dans la chambre était une arme qu'il me cachait. Chaque fois qu'il y mettait la main, poche de la veste, chaque fois qu'il bougeait d'une manière qui faisait bouger le tissu, je me crispais comme un lapin, sentant un prédateur à proximité. Cette idée me rongeait comme de l'acide. Je me réveillais en plein milieu de la nuit. Et regardais Dean dormir à côté de moi, me demandant quel genre d'homme ressentait. J'ai besoin de porter une arme alors que je vis avec une veuve de 60 ans dans une petite ville du Kansas. De quoi avait-il peur? Ou pire, contre qui comptait-il l'utiliser? La question. Des pensées noires tournaient dans mon esprit comme des vautours, rendant chaque instant ordinaire chargé de danger. J'ai commencé, prêtant attention à des choses que j'avais volontairement ignorées. La façon dont le regard de Dean devenait froid quand il pensait que je ne le faisais pas. En regardant, comme des volets se fermant sur les fenêtres, comment il serrait la mâchoire quand je posais des questions sur son passé, sur ses origines ou sur les raisons pour lesquelles il était venu. Je vivais dans la rue. Sa façon calculée de me toucher, comme s'il était manipuler des biens plutôt que de témoigner de l'affection. Tous ces signaux d'alarme que j'avais été trop seul et désespéré pour voir étaient soudainement impossibles à manquer. Mais ce qui m'a le plus effrayé, c'est de réaliser à quel point j'étais devenu
Dean contrôlait mon argent, mes appels téléphoniques, mes relations sociales. Il m'a systématiquement isolé de tous ceux qui auraient pu m'aider. Et je le laissais faire. Parce que l'alternative, admettre que j'avais fait une terrible erreur, faire face à la honte et au jugement de mes communautés, m'avait semblé pire que la lente perte de mon indépendance. Maintenant, je comprenais que ce que j'avais pris pour de l'amour était en fait une relation soigneusement. Il avait planifié une prise de contrôle de ma vie entière. La décision de lui demander de partir m'est venue un jeudi matin de fin février. Pendant que je préparais du café et que Dean prenait sa douche, je l'entendais chanter. En train de chanter une chanson que je ne connaissais pas. Et le bonheur décontracté. Sa voix, alors que je vivais dans la peur, me parut obscène. C'était ma maison, ma vie, mon choix. Et j'avais donné tout ça à un homme qui portait une arme cachée. Et qui mentait aussi facilement que possible. J'ai passé la journée. Je répétais ce que j'allais dire. Je m'entraînais devant le miroir de la salle de bain. Je murmurais mon discours en pliant le linge. Je répétais ces mots à voix basse pendant que je préparais le dîner. Je serais gentil mais ferme. J'expliquerais que l'arrangement ne fonctionnait pas, que j'avais besoin de temps pour moi, que ce serait mieux pour nous deux s'il trouvait un autre logement. Je lui proposerais de l'aider à se remettre sur pied. Peut-être même de payer. Pour une semaine dans un motel. Donnez-lui de l'argent pour le bus jusqu'à l'endroit où il veut aller. Je serais charitable, mais claire. J'ai dû partir. Mais quand le moment est venu, alors que nous étions assis à ma table de cuisine, après le dîner, et j'ai ouvert la bouche pour prononcer ces mots soigneusement répétés. Ce qui est ressorti à la place était une question qui nous a tous deux surpris. Dean, pourquoi? Il avait une arme? Le changement en lui fut instantané et terrifiant. Le sourire disparut de son visage, remplacé par une expression si froide et calculatrice. J'avais l'impression de regarder un parfait inconnu. Son corps s'est alors parfaitement immobilisé. Prédateurs. Rester immobiles lorsqu'ils hésitent entre attaquer ou battre en retraite. Et pendant un long moment, aucun de nous deux n'a rien dit. Quand il parla enfin, sa voix était différente. Plate, sans émotion, comme s'il avait. Il a laissé tomber un masque qu'il portait depuis des mois et m'a demandé comment je l'avais retrouvé. Et quand je lui ai expliqué comment il avait déménagé. Veste, il hocha lentement la tête, comme s'il classait des informations sur mes habitudes. Mes mouvements, ma tendance à ranger et à organiser. Puis il m'a regardé droit dans les yeux. Et m'a dit que l'arme était pour la protection. Qu'un homme vivant dans la rue avait appris à être prudent, il avait même oublié qu'il l'avait. Mais son explication semblait répétée, comme si quelque chose qu'il avait préparé pour ce moment précis. Et la façon dont il me regardait, étudiait mon visage, mesurait mon réaction, calculant quelque chose derrière ses yeux de nuages d'orage, m'a fait. Je comprends que je viens de franchir une ligne que je ne pouvais pas franchir en découvrant son secret, en le lui demandant directement. Je l'ai forcé à me montrer qui il était vraiment, et nous savions tous les deux qu'il n'y aurait plus de retour à la réalité. Cette nuit-là, une arme est apparue sur la table de la cuisine. Pas vraiment menaçante, mais pas dissimulée. Dean l'a placée là pendant que je faisais la vaisselle, le posant avec la désinvolture de quelqu'un. Il disposait les couverts. Quand je lui ai demandé ce qu'il faisait, il m'a répondu qu'il pensait que ça ne servait à rien de le cacher désormais. Je le savais déjà. Il l'a dit avec un sourire, mais ce sourire n'atteignait pas ses yeux. Et le message était clair. Le jeu avait changé. Et maintenant, nous jouions selon des règles différentes. Je suis resté éveillé toute la nuit, les yeux rivés au plafond. J'écoutais la respiration de Dean à côté de moi et je pensais à quel point j'étais pris au piège. Il avait les clés de ma maison, accès à mes comptes bancaires, connaissance de mes routines quotidiennes. Et mes faiblesses. Il m'avait coupé de mes amis et de ma famille si progressivement que je ne me souvenais même plus exactement comment. C'était produit. Et maintenant, il avait une arme sur ma table de cuisine.
Un rappel silencieux de ce qui. Cela pouvait arriver aux femmes qui causaient des problèmes à des hommes comme lui. Mais quelque part, au plus profond de cette nuit sans sommeil. Nuit. Une étincelle de la femme que j'étais s'est réveillée. J'aurais pu être. J'étais coincé, mais je n'étais pas encore mort. J'avais peut-être commis la pire erreur de ma vie. Mais cela ne signifiait pas que je devais le laisser me tuer. J'avais survécu 60 ans sans Dean, dont 2 ans en tant que veuve. Qui m'avait presque brisé. Et je pouvais survivre à tout ce qui allait suivre. J'avais juste. Pour trouver comment m'en sortir vivant. Le matin, je commençais à planifier mon évasion. Mais cette nuit-là, j'étais parfaitement au chaud. Et laisser Dean croire qu'il avait gagné. Parce que parfois, la seule façon de survivre à un prédateur, c'est lui faire croire qu'on est déjà mort. La fin est arrivée plus vite que prévu. Direction que je n'avais jamais vue venir. C'était un samedi matin de début mars, lorsque mon petit-fils Ethan s'est présenté devant moi. Porte sans prévenir, souriant de ce sourire en coin qui me rappelait tant le sien. Grand-père et portant un sac de sport, ce qui signifiait qu'il prévoyait de rester un certain temps. Ethan avait alors 22 ans. Il était en 3e A. Il étudiait l'agriculture à l'université du Kansas et il était descendu de Manhattan avec des amis de l'université qui continuaient. En route pour l'Oklahoma pour les vacances de printemps. Il avait décidé de faire une surprise à sa grand-mère en lui rendant visite, peut-être pour l'aider sur quelques projets. Autour de la maison, je prends des nouvelles de la famille en dégustant mes biscuits et ma sauce maison. Ce gentil garçon ne se doutait pas qu'il était. Il s'enfonça dans un cauchemar. Dean sut gérer la surprise aussi bien qu'un homme ayant des secrets. Il ouvrit la porte. Avant que je puisse y arriver, se présentant avec ce même sourire charmant qu'il avait utilisé pour tout le monde, expliquant qu'il aidait Madame Harris à faire des travaux d'entretien dans la maison. Mais je comprenais le calcul derrière ces yeux, l'évaluation rapide de cette nouvelle menace pour son plan soigneusement construit. Situation. Ethan, que Dieu le bénisse, était trop jeune. Et confiant de voir ce que je voyais. Il serra la main de Dean, le complimenta sur le travail qu'il avait fait dans le jardin. J'ai eu une conversation facile sur la météo et le trajet depuis l'université. Mais j'ai observé le visage de mon petit-fils lors de cette première interaction. J'ai vu le bref scintillement de confusion lorsque Dean parlait avec trop de familiarité de mes routines quotidiennes. Lorsqu'il répondait à mes questions. À propos de ma santé et de mes habitudes, comme s'il vivait ici depuis des années au lieu de quelques mois. Ce premier jour passa dans un brouillard. De la normalité forcée. J'ai préparé un grand dîner. Nous nous sommes assis autour de la table pour discuter, et Dean a joué le rôle de un ami de la famille serviable avec une performance digne d'un Oscar. Mais la tension était électrique, crépitant à chaque instant ordinaire. Dean n'arrêtait pas de me toucher, sa main sur mon épaule, son bras autour de ma taille, marquant son territoire devant Ethan. Comme un chien qui marque un poteau de clôture. Et je voyais mon petit-fils commencer à remarquer des choses. Comme j'avais maigri. Comme j'étais nerveux. J'étais entouré de bruits soudains. Je regardais Dean sans cesse avant de répondre, même des questions simples. Le point de rupture est arrivé dimanche soir. Dean avait pris ma voiture pour aller en ville acheter des cigarettes. Quelque chose qu'il faisait plus souvent depuis l'arrivée d'Ethan. Comme s'il avait besoin de temps pour planifier ses prochaines actions. Ethan et moi faisions la vaisselle ensemble, et dans le calme de ce moment ordinaire, mon petit-fils a demandé la question que je redoutais. Grand-mère, ça va? Tu as l'air différente. J'ai peur. Peut-être. L'inquiétude dans sa voix, l'amour sincère et l'inquiétude ont brisé quelque chose. En moi, j'avais gardé le silence pendant des mois avant de pouvoir m'arrêter. Les larmes coulaient à flots. Mon visage, et toute cette horrible histoire s'est déversée comme de l'eau à travers un. Le barrage a éclaté. Je lui ai parlé de la solitude qui m'avait rendu vulnérable, de la prise de contrôle progressive de mon la vie,
à propos du pistolet sur la table de la cuisine et de la façon dont je suis devenu prisonnier dans mon propre maison. Ethan écoutait sans interrompre, son jeune visage s'assombrissant à chaque révélation, ses mains, les poings serrés à la fin de ma conversation. Une fois terminé, il est resté silencieux pendant un long moment, puis a demandé à voir l'arme. Nous sommes allés à la cuisine, et elle était là. La table où Dean la laissait chaque soir. Maintenant, noire, laide et impossible à expliquer. C'est là que Ethan sortit son téléphone portable. Un de ces nouveaux appareils qui fonctionnait à peine la moitié du temps, mais qui parvenait à se connecter. Au 911 cette nuit-là. Il a parlé doucement, rapidement, donnant notre adresse et expliquant que sa grand-mère était retenue contre son gré par un homme armé qui reviendrait bientôt. Le répartiteur nous a dit de rester en ligne, de nous rendre dans un endroit sûr, de rester silencieux. Jusqu'à l'arrivée des secours. Nous avons éteint toutes les lumières et attendu dans le placard de ma chambre, comme des enfants se cachant derrière des monstres. Et c'était peut-être exactement ce que nous étions. Par la fenêtre, nous pouvions. Je vois des phares arriver dans l'allée. Dean revient de la ville, probablement. S'attendant à nous trouver installés pour une autre soirée sous son contrôle soigneusement orchestré. Au lieu de cela, il a trouvé. 3 voitures de police attendaient dans mon allée et son cauchemar touchait enfin à sa fin. La police a arrêté Dean sans incident, même si le regard qu'il m'a lancé tandis qu'il l'emmenait menotté était si glacial qu'il aurait glacé l'enfer. Ils ont trouvé l'arme, bien sûr, et c'est quand ils l'ont passée dans leurs ordinateurs que la véritable histoire a été révélée. L'histoire. Dean ne m'avait rien dit pendant tous ces mois de mensonges et de manipulations. Son vrai nom, n'était-ce pas Dean? C'était Marcus Holloway. Il était recherché dans 3 États pour ce qu'ils appelaient une escroquerie amoureuse, ciblant des femmes âgées et seules. Emménager dans leur maison, accéder à leurs finances et disparaître avec tout ce qu'il pouvait voler. Mais je n'étais pas sa première victime à être menacée de violence. Et selon l'inspecteur Williams, qui m'a interviewé le lendemain, je n'aurais probablement pas été son dernier. L'arme avait été volée, prise lors d'une cambriolage en Oklahoma, où une femme âgée avait été battue si violemment qu'elle a passé 2 semaines à l'hôpital. Cette femme, Madame Dorothy Chen, avait la même erreur que j'ai eue. J'ai vu un homme dans le besoin et j'ai ouvert son cœur et sa maison à lui. La différence, c'est qu'elle avait essayé de le mettre dehors après seulement 2 semaines, et il l'avait battue jusqu'à ce qu'elle perde connaissance avant de saccager sa maison et de disparaître avec ses économies. J'étais censée être la 7e victime d'une série de crimes qui s'étend sur 5 ans. Mais le détective Williams m'a expliqué quelque chose qui m'a glacé le sang. J'étais le première victime avec laquelle Dean Marcus est resté pendant des mois au lieu de semaines. La première. Il semblait vouloir s'en servir pour quelque chose de plus permanent. Lorsqu'ils ont fouillé ses affaires, ils ont trouvé des copies de mon document d'assurance, mon testament. Même les recherches qu'il avait faites sur les lois successorales du Kansas. Il n'avait pas prévu de me voler et de disparaître. Il avait prévu de m'épouser. M'isoler complètement et attendre que je meure. Naturellement ou non. Les paroles du détective résonnent encore dans mes oreilles. 23 ans plus tard. Madame Harris, nous pensons que vous étiez préparée à devenir ça. Pour qu'il puisse hériter de tout à votre décès. Compte tenu de ses antécédents de violence, nous ne pensons pas qu'il est planifié. Attendre des causes naturelles. Le procès était un amas confus de témoignages et de preuves, qui a brossé le portrait d'un prédateur plus calculateur et dangereux que moi. Jamais imaginé. D'autres victimes se sont manifestées. Des femmes du Kansas, du Missouri et de l'Oklahoma ont toutes raconté des histoires similaires. Solitude, exploitation, confiance trahie, vie presque détruite. Nous étions tous plus âgés, tous veufs, tous suffisamment désespérés de compagnie pour que nous ayons ignoré la
Des signes avant-coureurs ont été détectés jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Marcus Holloway a été condamné à 25 ans de prison pour de multiples chefs d'accusation. De fraude, de vol et d'agression. La juge a déclaré qu'elle espérait qu'il utiliserait ce temps pour. Je réfléchis aux vies qu'il a détruites et à la confiance qu'il a trahie. J'espérais qu'il y pourrisse, et je n'en ai pas honte. Admettez-le. Mais voici le rebondissement qui a surpris tout le monde, moi y compris. Cette expérience n'a pas détruit ma foi en l'amour ni en la camaraderie. Au contraire, elle m'a appris la différence entre désespoir et véritable connexion. 6 mois après le procès, j'ai commencé à faire du bénévolat au centre pour personnes âgées, aidant d'autres veuves à surmonter leur deuil et leur solitude. J'ai appris que ma vulnérabilité n'était pas exceptionnelle. Que des prédateurs comme Marcus en particulier ciblaient les femmes comme nous parce qu'elles savent à quel point nous avons soif de connexion humaine. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Harold dans une église sociale. Un véritable veuf dont la femme était décédée d'un cancer, qui me courtisait correctement, m'a présenté à ses enfants et petits-enfants, qui m'ont fait rire. Au lieu de me faire peur. Nous avons passé 5 belles années ensemble avant que son cœur ne lâche. Et chaque jour de ces 5 années. Les années m'ont rappelé à quoi ressemble le véritable amour par rapport à la version contrefaite. Marcus m'avait convaincu. J'ai 81 ans maintenant et j'ai appris qu'on peut survivre à la solitude. Mais se perdre aux mains de quelqu'un qui veut vous détruire, ce n'est pas ça. Mon histoire, elle, ne l'est pas. La honte d'être trompé. La force nécessaire pour se sauver quand on réalise qu'on est dans le pétrin. Le danger et le courage de faire à nouveau confiance lorsque la bonne personne se présente. Simon. Les mots ont trouvé leur chemin jusqu'à vous ce soir. Si vous regardez ceci d'où que vous soyez dans ce grand monde. Souviens-toi de ça. Il vaut mieux être seul qu'avec quelqu'un qui te fait disparaître. Ta vie a de la valeur. L'histoire compte et il n'est jamais trop tard pour tout recommencer. Dites-moi, dans quelle ville êtes-vous? D'où me regardes-tu? J'aimerais savoir jusqu'où ma voix a voyagé. Et si tu trouvais le courage de partager la tienne? Je serais honoré de l'entendre. Abonnez-vous si ces mots anciens vous ont touché, car chaque âme mérite de savoir qu'il n'est pas seul.